Salut à tous, bienvenue. Je suis avec un personnage haut et en couleur. Il s'appelle Rav Eliaou Uzan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. C'est un honneur d'être à votre table. Le plaisir est partagé. Alors, en fait, on est ensemble parce que on donne la parole à tout le monde sur Studio Qualita et on aimerait savoir, un parcours d'Alia, d'un Rav. Ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qui vous a motivé, vous qui avez 61 ans et qui êtes arrivé en Israël il n'y a pas si longtemps. On peut encore vous dire Baruch Hadash, encore Baruch Hadash. Baruch Haba. Exactement. Voilà, puisque vous êtes arrivé en Israël en 2013 avec un parcours quand même assez intéressant. Alors, je vais juste donner une phrase que vous m'avez dit hors antenne, parce que je l'ai trouvé vraiment trop sympa et ça vous résume bien. Je ne savais pas que c'était impossible, c'est pour ça que je l'ai fait. Et bien évidemment, on parlait de l'Alia, je trouve ça génial. Exactement. Et surtout que mon modèle d'Alia, c'est surtout un modèle qu'il ne faut pas recopier, puisque j'ai rien préparé d'avance et c'est en étant venu pour les vacances qu'on a décidé de faire la Alia en étant déjà en Israël. Voilà, c'est exactement le contraire de tout ce qu'on leur raconte toute la journée sur la radio. Exactement. Bon, voilà. Mais ça marche apparemment. Baruch Hashem. Bon, faisons un petit retour arrière. Vous êtes né en Tunisie. Oui. Vous y êtes resté d'ailleurs jusqu'à l'âge de 9 ans. Vous étiez scolarisé, je crois, derrière la grande synagogue. À la rue Glatini. C'était une école religieuse, la rue Glatini. Voilà. Et c'est ça aussi, c'est une chose qui ne s'explique pas parce que mes frères, on est 5 frères. Mes frères ont été éduqués à l'Alliance ou dans des lycées français. Et moi, Baruch Hashem, j'ai eu la chance d'être dans cette école-là. L'école religieuse juive derrière la grande synagogue. Toute votre famille est Haredi ou pas? Non, Haredi tel que vous me voyez. Voilà, vous êtes le seul? À ce niveau-là, oui. Mais j'ai donné le coup d'envoi et petit à petit, tout le monde m'a rejoint et l'ensemble de mes neveux et nièces sont aujourd'hui comme ça. Comme vous. Alors, ok, donc vous êtes en Tunisie jusqu'à 9 ans, puis ensuite vous allez en France. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on va en France en 1965 parce que mon père avait senti, on était 2 ans avant la guerre des 6 jours, et mon père avait senti que ça commencerait à être dangereux peut-être pour les Juifs. Donc vous êtes parti. Et donc on est arrivé en France et donc j'ai fait ma scolarité, mon primaire et mon secondaire dans l'école laïque française. Voilà, et c'est assez marrant parce que vous avez étudié au lycée Turgot quelques années avant moi. Lycée Turgot. Voilà, et donc on a rigolé en préparant l'émission parce qu'on était dans le même lycée. Exactement, voilà. Le même lycée. Vous vous souvenez de la piscine? Il y avait la petite piscine en dessous. On ne peut pas oublier. Incroyable. Et donc j'étais en lycée Turgot en plein mai 68, etc. Ça chauffait là-bas. Hein. Et vous avez même créé un club de théâtre. Ah oui, exactement. On a monté une pièce qui s'appelait Octobre à Angoulême. Elle est pas du tout connue, cette pièce. Mais voilà. Elle a existé. Elle a existé. C'est un auteur qui a écrit. C'était un projet de jeunes qui préparait la Révolution en octobre à Angoulême. Et puis, ils se sont fait doubler puisqu'elle a eu lieu à Paris au mois de mai. C'est très, très rigolo. Quand on vous voit comme ça, on a du mal à imaginer, mais pourtant, c'est vrai. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes jusqu'en seconde à Turgot, puis après, vous avez un petit déclic, on va dire. Donc, imaginez cette époque-là où tout le monde se recherchait. Tout le monde se recherchait. Et à un moment, je suis tombé sur ça s'appelait le manuel des étudiants juifs de France. Et j'ai feuilleté. Et ma mère me dit que j'ai dit, j'ai envie d'aller dans une école juive. J'ai envie d'aller. Là, vous avez 16 ans. Voilà, à 16 ans. J'ai envie. Donc, j'ai terminé la seconde. Je veux faire première terminale dans une école juive. Et alors, j'ai cherché. Je suis tombé sur la célèbre école Yavne. Je suis allé là-bas, je me souviens. Donc, j'ai eu un examen de Hall que j'ai réussi, mais un examen de Kodesh que j'ai raté. Heureusement. Et eux-mêmes m'ont conseillé, m'ont dit, écoutez, allez à l'école Moria, qui se trouve au quartier Saint-Paul, le Pletzel, le fameux Pletzel. Et là-bas, ils prennent sans examen. Donc, vous vous retrouvez à l'école Moria et vous entamez, on va dire, une scolarité. Et puis, il se trouve qu'en face de l'école Moria, il y a la yeshiva de Pavé. Exactement. Et donc, au début, je ne faisais pas shachit régulièrement. Mais puisqu'il y avait la synagogue en face de l'école, alors petit à petit, vous êtes élève m'a habitué. dit, viens. Alors, j'ai commencé à aller faire le shachit à la synagogue. Il y avait un petit déjeuner. Il y avait un petit cours du Rav Rothenberg et à 9h, je rejoignais l'école en face. Voilà, et puis les choses se sont mises en place comme ça pour vous petit à petit. Exactement. Et quand j'ai passé le bac, donc en 74, je me suis inscrit au Langzo. Vous
connaissez les langues, Bien sûr, les langues orientales. À Clichy, là-bas. Alors, et ça aussi, c'est extraordinaire. Cette année-là, donc ça devait être 74, il y avait un grand mouvement de grève étudiant. Et donc, l'année universitaire n'a pas commencé. Pas en septembre, pas en octobre, peut-être mi-novembre. Et donc, en attendant, je suis rentré à la J20. Parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Exactement, je n'ai rien d'autre à faire. Et je me souviens encore, le jour où ça y est, c'était fait, j'ai annoncé au Rav Rothenberg que ça y est, demain je vais à la fac. Alors il m'a regardé, il me dit « Ah bon ?» Et son regard, j'étais vraiment mal à l'aise. Et oui, parce qu'à la fac, je m'étais inscrit en hébreu et en arabe aussi. En hébreu et en arabe. Je me rappelle encore les premières lettres de Alif, Bet, Ta, Sa, Jim, Ha, Ra. Voilà. Mais, et ça, c'est aussi, c'était ma chance. Parce que dans le secteur arabe, alors, on se moquait de moi. Tous les Français disaient oh, c'est un espion, c'est un espion. Ils m'ont mis mal à l'aise. Mal à l'aise, mal à l'aise. Et donc, le regard de Rothenberg, qui, comme ça, ne comprenait pas que après 3 mois de yeshiva, et ce mal-être que les autres étudiants me faisaient ressentir. Alors, ce qui fait que j'ai séché les cours de plus en plus, et puis j'étais à la yeshiva, et puis j'ai renoncé. Et vous avez renoncé au Langzo. Alors, qu'est-ce que vous faisiez en France? Parce que, bon, entre toute cette période-là et jusqu'à 2013, vous êtes arrivé en Israël et l'eau a coulé sous les ponts. Oui, bien sûr. Donc, en 79, je me suis marié. Donc j'ai fait 5 ans de yeshiva, de 74 à 79. Je me suis marié. Et ensuite, j'ai fait encore 10 ans de kollel. Le kollel, pour préparer, j'ai fini par avoir la smicha du Rav de Rav Rothenberg. Smicha de Rav. Et très tôt, le Rav Rothenberg, chacun de ses élèves, il les orientait. Il essayait. Alors, à un moment, il a essayé avec moi de me mettre dans la shrita. Pas vraiment pour être chorette, mais pour seconder dans les abattoirs. J'ai fait ça. J'ai Rav, ça me correspond pas. Pour vous. Alors, il m'a dit, bon, alors il m'a envoyé dans les hôtels pour faire mashgiach dans les hôtels. C'était non plus pas pour moi. Et il m'a envoyé dans les usines pour vérifier les produits de Pessar, l'huile, le sucre. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et rapidement, il a vu que j'étais fait pour l'enseignement. Et donc, on a ouvert une école, il m'a mis l'enseignement, et voilà, c'est de là où vraiment Alors j'imagine que c'est l'école de Pavé. Alors, comment on passe de l'école de Pavé, qui n'est pas une école, on va dire, où Israël est central? Alors, Eretz Israël, oui, mais Médinat Israël, beaucoup moins. Comment on passe, alors qu'on a enseigné dans cette école toute sa vie, à dire un jour, eh bien, Rav Rothenberg, je pars, je fais mon aliyah? C'est ça. Parce que malgré tout, la Torah est sioniste. Qui mitzion, c'est cette Torah. Un vrai Ben Torah, c'est un vrai sioniste. Un vrai sioniste qui aime Eretz Israël, qui veut enseigner la Torah en Eretz Israël. Et le Rav Rothenberg nous disait, vous devez savoir, c'est marqué, que les Mekomot de Chutz Haaretz, où on enseigne la Torah, on vit, ont un digne d'Eretz Israël. Vous êtes en Eretz Israël. Nous sommes en Eretz Israël. D'accord? C'était comme ça jusqu'au moment où... C'est une vision des choses qui prêtent à controverse. Ouais, mais on va pas rentrer dedans, voilà, mais vous avez été éduqués comme ça. Comme ça, ok. Alors, ça. qu'est-ce qui se passe dans votre tête en 2013, ou juste un petit peu avant? Qu'est-ce qui se passe dans la famille du Ravizan où on se dit, on s'en va? C'est ça. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on voit que c'est Hachem guide chacun. J'ai eu le dernier Pessah que j'ai eu en France, un malaise profond, le deuxième Seder de Pessah. Alors que chaque année, c'était le deuxième Seder que je préférais, parce que le premier, on est fatigué, et le deuxième, tout le monde est bien. J'adorais le deuxième Seder. Et cette année-là, je n'ai pas supporté le deuxième Seder. Toute la soirée, j'étais tendu. Et à un moment, je ne me souviens pas à quel moment du Seder, j'ai dit, les enfants, c'est le dernier Pessah que nous passons en Chutz Haaretz. C'est un cri comme ça. J'avais aucun plan, rien du tout. Mais c'était devenu insupportable. Mais vous êtes fou? Oh oui. C'était devenu insupportable. Et depuis ce moment-là, je ne supportais plus d'être enfant. Je ne supportais plus. Donc vous décidez. Et les gens disaient, il n'est pas bien, il est où? Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Les gens me disaient, j'avais perdu ma simra. Je ne supportais plus. Donc vous êtes dit, c'est fini, on s'en va. Donc l'été même, vous êtes parti en vacances et vous êtes resté. Sans plan, sans appartement, sans travail, rien. J'ai dit à ma femme, écoute, prends le maximum d'affaires, on ne reviendra pas. Et vous aviez combien d'enfants à charge à l'époque? À cette époque-là, j'avais encore 4 enfants qui n'étaient pas mariés.
Parce que 4 étaient mariés et 4 non mariés. Et vous êtes parti avec les 4 enfants sans travail, sans savoir ce que vous alliez faire. Voilà. Super. Bon. Alors, malgré tout, la première année, j'ai quand même continué à faire des allers-retours parce que les institutions de Pavé avaient besoin de vous. ne pouvaient pas. Okay. Alors, on m'a dit non. Donc, j'ai fait cette année-là 16 allers-retours. 16 allers-retours jusqu'au moment où ils étaient censés trouver un remplaçant. Bon, on n'a pas trouvé, mais c'était fini. C'était la fin du contrat, donc j'étais libéré. Et okay. ici, au Hachem... Alors, ici, justement, comment ça s'est organisé pour vous? Vous arrivez, personne ne vous connaît, peut-être un peu, mais... Si, j'étais connu. Ah, quand même. J'étais connu parce que tous ceux qui avaient fait leur alia précédemment, oui, ont entendu que je venais, alors j'ai tout de suite été sollicité à droite à gauche. Et donc, j'ai dit à ma femme, écoute, moi, je ne sais pas quoi faire, je ne vais pas me mettre à appeler, à chercher le travail, etc. Mais ce qu'on me propose... Je prends. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Tout de suite, très tôt, on m'a proposé de faire des cours dans les communautés françaises. Natania, Hadera, Ashkelon, partout. On m'appelait, et j'allais. Même si c'était pas très bien payé, même si voilà, des fois, on ne me payait pas du tout. Des fois, c'était... Vous preniez tout. J'ai dit, je fais. Vous avez même travaillé dans un call center, je crois. Pas vraiment un call center. J'ai travaillé pour le rabbi de Kalov, où on m'a donné une liste de 600 étudiants. Il fallait les appeler et leur demander de leurs nouvelles, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont réussi le bac, etc. Vous avez tout fait. Et ça, je recevais 25 shekels de l'heure. Donc, je travaillais 4 heures, on me donnait 100 shekels à la fin, plus 50 shekels pour les frais d'essence. Je travaillais 6 heures. Ils étaient tellement contents de moi, c'est à Kriyat Sefer, qu'à un moment, ils m'ont dit, écoutez, au lieu de vous déranger de venir, on va vous mettre le téléphone chez vous à la maison. Et c'était sur le point de faire ça, quand Rav Samuel, le célèbre Rosh Yeshiva de la Yeshiva, Keter Shlomo, qui est très connu chez les Français, m'a dit, il y a un poste de Mashgiach qui se libère, j'ai tout de suite pensé à vous. Alors, j'ai pris. Alors, donc, vous êtes aujourd'hui, vous donnez des cours, bien sûr, vous avez une Keila Ranana, vous êtes Mashgiach à la Yeshiva de Keter Shlomo, vous êtes aussi Mefakeach au niveau du Kodesh. Alors là, on revient un peu dans une école qui s'appelle Or Israël. On avait d'ailleurs reçu il n'y a pas très longtemps le Rav Aaron Toledano et Michael Reich. Donc, vous travaillez apparemment ensemble, main dans la main. Vous intervenez aussi sur Torah Box, un site français qui diffuse la Torah en français, voilà, de différentes manières. Qu'est-ce qui change par rapport à ce que vous faisiez au niveau de l'éducation en France et ici? Est-ce que c'est différent? Et voilà. En fait, toutes les chitotes que j'avais en France se sont libérées ici. Ma chita, on peut résumer en plusieurs points. Un des points essentiels, c'est développer chez l'enfant le bitachon atzmi. Développer chez l'enfant très tôt sa conscience d'être responsable envers son peuple. Un juif, il ne vit pas que pour lui, il vit pour son peuple. Alors justement, vous me tendez une perche, un juif responsable envers son peuple. Est-ce qu'on fait l'armée dans la famille Usan ou est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes pour? Je suis ni contre ni pour. Il faut, encore une fois, prendre la responsabilité envers son peuple. Donc si quelqu'un peut prendre sa responsabilité à travers le Limoud Torah, alors il doit le faire à travers le Torah. Et c'est un drame qu'un bachour qui serait capable d'étudier 11 heures par jour, alors mettre fin à ça pour aller faire autre chose. Par contre, si quelqu'un n'est pas capable d'étudier... Vous êtes OK pour qu'il aille à l'armée? Plus que OK, je le pousse. Mm-hmm. Mais maintenant, ça peut être autre chose que l'armée. L'essentiel, c'est que fais-tu pour ton peuple? À quoi tu sers? À chaque fois, à quoi tu sers pour ton peuple? À quoi tu sers? Et chacun doit jouer son rôle honnêtement. Vous les aidez à trouver, souvent on a des discussions avec des jeunes, notamment des jeunes Zolim Pradachim, c'est dur de trouver sa mission sur la Terre. Pourquoi on est là? Pourquoi on est parti? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Vous les aidez? Évidemment. C'est la première phrase du Mesilat Yesharim, que la base de tout, c'est qu'un homme, au fur et à mesure, il grandit, son adolescence, et il doit finir par trouver le point pour lequel je suis là sur cette terre. Le point. Et c'est ça qui est le contact avec chaque enfant. Même si plusieurs fois, disons, le critère de choix d'un métier, aujourd'hui, c'est le salaire. Et moi, c'est faux. Le salaire ne doit pas être le critère de choix. Tu vas choisir un métier qui est bien payé, mais qui ne te correspond pas. Mettons le salaire de côté.
qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui te par rapport à ta neshama. Et ça, effectivement, quand on a un contact avec un jeune homme ou une jeune fille, alors on l'aide. Alors c'était mon rôle moi-même, le Rav Rothenberg. C'est ce que vous faisiez en France, mais est-ce que ça a une autre résonance de le faire ici? Oui, en Israël, tout est libéré. En France, c'est trop marrant. Ah ouais, en France, vous savez quoi? Ce n'est qu'arrivé en Israël que j'ai réalisé avec quel... Il y a un mot tunisien, vous ne connaissez pas, rasra. Les Tunisiens disent rasra, vous ne connaissez pas rasra. Je connais. Voilà, quelqu'un dit j'ai la rasra. En fait, en France, on vit dans la rasra. Mais comme on vit comme ça, on ne se rend pas compte. Comme le Rav Rothenberg tout le temps disait, le ver qui se trouve dans le réfort, il est heureux, il est dans le réfort, il est bien là-bas. Il ne sait pas que s'il était dans la pomme, il serait beaucoup plus heureux. J'ai réalisé qu'on vivait dans la rasra. En Israël, tout est libéré. Tout est libéré. Ce que tu veux faire, tu peux le faire à fond. Tout est libéré. En Israël, j'ai vraiment senti une libération extraordinaire. Et donc, même enfant, par exemple, avec les enfants, je suis aussi un animateur. Je fais chanter. C'est étonnant. Je fais danser. Voilà, vous croyez comme ça. Mais je chante et je danse et vraiment. Et votre joie est décuplée ici. Voilà, exactement. C'est ça, vous vous sentez mieux. Voilà, là-bas, il faut un peu se retenir. Voilà. En Israël, tu peux te lâcher. Et c'est le bonheur. C'est le bonheur. Tu te lâches et tu fais... Bon, moi, tous les enfants que je vois, je passe mon temps. Tous les enfants, en France, je n'osais pas le faire, mais un enfant qui a un tzitzit, pour moi, rien n'est plus beau qu'un enfant juif qui marche à un tzitzit. J'attrape son tzitzit et j'embrasse son tzitzit. Ah, j'embrasse son tzitzit. Et si j'ai un bonbon, tiens, un petit bonbon. D'accord? Ça, en France, même si tu as envie de le faire, tu es obligé de te retenir un peu. En Israël, tu veux le faire, fais-le. Est-ce que vous avez, parce qu'on pourrait parler avec vous des heures, évidemment, est-ce que vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez faire, poursuivre entre toutes vos différentes activités Moi, c'est vraiment suivre le plus longtemps possible des enfants, des garçons juifs et des filles juives jusqu'au mariage. Et qui arrivent en étant capables de faire des choix. Capables de faire des choix. Moi, un des soucis, des grandes peines que j'ai, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes filles, de mes élèves. J'ai au moins une liste de 40 jeunes filles qui ont déjà atteint la trentaine et qui ne sont pas mariées encore. Et ça, bien que je prie pour eux, etc., mais... C'est de la faute des garçons qui ne sont pas capables de faire des choix, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Donc vous avez une responsabilité, vous pensez, dans leur éducation? Voilà. Prends, c'est une fille, c'est une sadéquette, elle est bien, elle est jolie, elle est intelligente et tout. Vas-y, fonce! Donc c'est ça que vous essayez d'insuffler à la jeunesse. Ça, c'est exactement. Bon, c'est pas mal, hein. C'est un joli projet en tout cas. On était ravis de vous recevoir, Rav Uzan. Puis en plus, on était dans le même lycée, donc ça m'a bien fait rire. Comme quoi, les parcours peuvent être bien différents. Merci beaucoup. Pourquoi différents? Vous êtes une sadéquette aujourd'hui. Ok. En tout cas, merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. C'était très agréable. Et voilà, agréable. Comme ça, c'est encore un autre visage de l'Aliyah de France. Et on est ravis de vous faire découvrir. Voilà, elle est très colorée, l'Aliyah de France. Exactement. Et mon souhait, c'est que Eretz Israël ouvre les bras et accueille tous nos frères et sœurs qui montent de France, et que chacun trouve son épanouissement, Bezat Hashem, et que les enfants deviennent tous des tzadikim. On va dire amen. Et on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets. Voilà. Merci beaucoup, Rav Eliyahu Uzan. À bientôt. À bientôt. Au revoir.